aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan du Relique Challenge, dans lequel je vais vous parler de tous les autres livres que j'ai lus pour ce Relique Challenge en février. Ces livres seront Betty de Tiffany McDaniel, Le Scaphandre et le Papillon de Jean-Dominique Bauby et Jusqu'en Enfer de Lee Bardugo. Et je vous donnerai aussi mon avis concis sur 3 autres livres que j'ai lus en dehors du challenge, qui sont Mon mari de Maud Ventura, Rentre avant la nuit de Lisa Jewell et Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Dufour. Bon visionnage! Pourtant, nous étions encore des enfants là aussi. Nous courions entre les 4 coins de cette scène sans jamais nous aventurer au-delà de ses limites, comme si le monde était tout entier là, assez grand pour contenir les rêves de 3 filles. Nous faisions semblant d'avoir reçu une balle en plein cœur pour ressusciter peu après. Le ciel se retournait pour devenir un océan dans lequel nous nagions, battant des jambes dans l'eau, tandis que nous gardions une main posée sur la scène flottante, l'autre étant libre de jouer à projeter des éclaboussures ou de se tendre vers les baleines qui passaient tout près de nous. La nuit, ce n'était plus le bois dur des planches que nous sentions sous nos doigts, mais le corps doux et chaud d'un oiseau, assez grand pour s'arracher à la pesanteur et nous emporter si haut dans les airs que le chagrin n'existait plus. Flossie filait sur une aile et nous disait qu'elle allait plonger au milieu des étoiles pour en devenir une elle-même. Nous partagions une même imagination alors, une seule et belle pensée, l'idée que nous étions importantes et que tout était possible. Bonjour! Aujourd'hui j'ai l'air fatiguée parce que je suis vraiment fatiguée, donc c'est logique. Mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est Betty. Betty qui est la meilleure lecture de ce challenge des reliques de Mappal que j'avais effectivement depuis plus de 2 ans et que j'avais peur de lire parce que c'est un livre qui a fait pleurer tout le monde. Et je suis assez facile à faire pleurer, donc si tout le monde pleure, c'est que moi je vais vraiment pleurer. Betty, c'est donc l'histoire de Betty, évidemment. Betty qui est une petite fille qui est née en 1950 et quelques. Je vérifie, 1957 j'ai envie de dire. 1954. Elle est née en 1954 d'une mère américaine blanche et d'un père d'origine cherokee, des 2 parents lui. Elle est donc métisse et de toute sa fratrie, c'est la seule qui a vraiment pris les traits de son père, donc qui a vraiment des traits cherokee. Et elle est très jolie, hein, d'ailleurs, on a sa photo. Elle est très jolie, mais à l'époque ce n'est pas un atout dans l'Amérique des années 50, bizarrement, puisqu'elle va être vraiment victime de racisme, entre autres discriminations subies par les femmes à cette époque. Ça nous raconte l'histoire de Betty, mais pas seulement, en fait on va avoir l'histoire aussi de ses fratries, de ses parents, un peu à travers les yeux de Betty, même si c'est écrit à la 3e personne. Et c'est effectivement un livre très triste qui m'a fait effectivement beaucoup pleurer, hein, pas genre une petite larme au coin de l'œil, mais vraiment des torrents de larmes sur les joues pendant 5-10 minutes. Cela dit, j'ai aussi rigolé parfois. Il y a aussi effectivement des instants magnifiques où on a cette petite larme d'émotion de waouh, cette personne est incroyable, ou parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment incroyables dans le bon sens du terme, hein, dans Betty. J'avais beaucoup entendu parler du père avant de le lire, et c'est vrai que le père est un père absolument exceptionnel, qui adore notamment raconter des histoires à ses enfants, qui met beaucoup de poésie dans toutes les choses de la vie, et qui enseigne à ses enfants des choses très utiles et exceptionnelles, notamment des choses proches de la nature, comment cultiver sa nourriture, etc. Des légendes et du savoir-vivre de base. Un bon père, finalement. Mais ce dont j'avais peu entendu parler et qui moi m'a encore plus marqué que ce père, c'est les frères et sœurs de Betty. Il y en a qui sont vraiment incroyables d'une manière générale et incroyables avec elle aussi. Notamment moi c'est ses 2 petits frères que j'ai adorés. Donc son petit frère qui est à peine plus jeune qu'elle, Trustin. C'est un jeune garçon qui est un très bon dessinateur avec vraiment une âme d'artiste et une gentillesse mais incroyable, une gentillesse naturelle en fait, qui essaye toujours de consoler Betty mais d'une manière vraiment touchante à chaque fois, et je l'ai adoré. Et ce petit frère il est aussi très gentil avec le plus petit frère, le dernier, qui s'appelle Lint,
Et Lint, c'est un garçon. Alors, j'imagine qu'on pourrait mettre un diagnostic dessus aujourd'hui, mais à l'époque, on le qualifiait juste de bizarre ou pas comme les autres ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment il l'appelait exactement dans sa famille. Mais en fait, donc c'est un garçon qui a beaucoup d'anxiété, qui a un besoin constant d'attention, qui a un petit peu des obsessions sur certaines choses, voilà. Et qui est aussi d'une gentillesse vraiment. Il est adorable. Et ses frères et sœurs sont aussi vraiment super gentils avec lui tout le temps. Ils rentrent dans son jeu quand il faut. Enfin, moi, ça m'a vraiment touchée en fait cette relation, notamment entre les plus petits de la fratrie. J'ai aussi beaucoup aimé Freya. Freya, c'est la plus grande sœur, qui est aussi vraiment touchante et vraiment forte. Et voilà, donc finalement, c'est un livre avec beaucoup de poésie, une plume incroyable. Je la connaissais déjà parce que j'avais déjà lu L'été où tout a fondu de la même autrice. Mais elle a une plume incroyable, vraiment un plaisir à lire, d'une poésie et en même temps super fluide, magnifique. Donc rien que pour ça, c'est un plaisir, peu importe ce qu'elle raconte. Et en plus, là, bah, l'histoire est vraiment ouais, touchante en fait. C'est le meilleur mot, touchante. On est transporté par Betty, on se sent proche d'elle, on a envie de la consoler, on a envie de l'aider, de l'encourager. Enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment la plume est vraiment apporte vraiment une proximité avec les personnages. Et pour moi, c'était vraiment une excellente lecture. Je sais pas si elle se placera au top dans mes favoris de l'année, il est encore un peu tôt pour le dire, mais vraiment une excellente lecture et qui me marquera quoi. Cela étant dit, c'est vrai que ça reste une lecture à éviter quand on est au fond du trou, parce que malgré tout, il y a ce côté, comment dire, c'est pas comme si les choses horribles et tristes qui se passent dans le livre étaient des choses complètement imaginées. Déjà, le livre, c'est une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de la mère de l'autrice. Et en plus, quand bien même Betty serait complètement fictive comme personnage, tout ce qui se passe est complètement crédible et arrive à plein de gens. Donc, il y a quand même un côté, ah ouais, c'est vrai que la vie, c'est vraiment de la merde, j'avais oublié. Et... Et oui, parce que, bah, c'est vrai, des fois, la vie, c'est vraiment de la merde. Et du coup, ça rappelle un peu ça quand même. Donc, ouais, à ne pas lire si vous êtes au fond du trou, quand même. Sur le badge d'identité épinglé à la blouse blanche de Sandrine, il est écrit « Orthophoniste », mais on devrait lire « Ange gardien ». C'est elle qui a instauré le code de communication sans lequel je serais coupée du monde. Hélas, si la plupart de mes amis ont adopté le système après apprentissage, ici, à l'hôpital, il n'y a que Sandrine et une psychologue pour le pratiquer. Le plus souvent, je n'ai donc qu'un maigre arsenal de mimiques, clignements d'yeux et hochements de tête pour demander qu'on ferme la porte, décoince une chasse d'eau, baisse le son de la télé ou remonte un oreiller. Je ne réussis pas à tous les coups. Au fil des semaines, cette solitude forcée m'a permis d'acquérir un certain stoïcisme et de comprendre que l'humanité hospitalière se divise en deux. Il y a la majorité qui ne franchira pas le seuil sans essayer de piger mes SOS, et les autres, moins consciencieux, qui s'éclipsent en feignant de ne pas voir mes signaux de détresse. Tel cet aimable abruti qui m'a éteint le match de football Bordeaux-Munich à la mi-temps en me gratifiant d'un « bonne nuit » sans appel. Au-delà des aspects pratiques, cette incommunicabilité pèse un peu. C'est dire le réconfort que je ressens 2 fois par jour quand Sandrine frappe à ma porte, passe une frimousse d'écureuil pris en faute et chasse d'un coup tous les mauvais esprits. Le scaphandre invisible qui m'en sert en permanence semble moins oppressant. Recoucou, je voudrais vous parler d'un deuxième livre que j'ai aussi lu pour le même challenge. Et ce livre-là, c'est Le Scaphandre et le Papillon de Jean-Dominique Bauby. Ce livre, il est présenté comme une autobiographie, mais c'est pas une autobiographie dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire je vous raconte ma vie d'un point A à un point X ou Z, mais c'est plus comme des épisodes. C'est des très courts chapitres qui ne se suivent pas forcément exactement et qui ont chacun un titre. Donc oui, vraiment des épisodes quoi. Et en fait, Jean-Dominique Bauby, il était rédacteur en chef du magazine Elle, et il a eu un AVC au milieu des années 90 par là. Et suite à cet AVC, il s'est retrouvé en locked-in syndrome. Locked-in, ça veut dire donc
enfermé à clé à l'intérieur ou coincé à l'intérieur. Et le locked-in syndrome, c'est un terme qui est utilisé pour désigner le fait d'avoir tout à l'intérieur de son corps qui fonctionne bien, il entend bien, il voit, le cerveau ça marche aussi bien qu'avant, d'un point de vue réflexion et tout ça. En revanche, il n'y a plus de connexion avec le corps, donc il peut pas du tout bouger. Lui, en l'occurrence, il peut seulement bouger un tout petit peu la tête et cligner de l'œil gauche, seulement le gauche. Et en fait, il va écrire ce livre après l'AVC. Et comment il va faire? C'est qu'en fait, grâce à une orthophoniste qui le suit, il va utiliser un système avec un alphabet où les lettres sont rangées dans l'ordre de la plus utilisée à la moins utilisée. En clignant de l'œil duquel il peut cligner sur la bonne lettre, il va réussir à communiquer avec les infirmières, avec ses proches, etc. Et donc, non seulement il arrive à communiquer juste en clignant de l'œil gauche, mais en plus, quand je vous dis le cerveau marche encore très bien chez lui, il va écrire donc ce livre dans sa tête, il va y réfléchir quand il est tout seul, il écrit dans sa tête ce qu'il veut dire, et ensuite à chaque visite de une personne... alors c'est pas très clair si c'est vraiment l'éditrice ou en tout cas c'est le travail pour la maison d'édition. Il va utiliser donc ce système appris avec l'orthophoniste pour lui retranscrire les chapitres qu'il a écrits dans sa tête à chacune de ses visites. Donc rien que pour ça, franchement, c'est intéressant de le lire parce que c'est impressionnant d'écrire un livre comme ça. Surtout que c'est très bien écrit, hein. La plume elle est vraiment bien. Les épisodes qui sont racontés sont très intéressants. En fait dans les épisodes on a des épisodes qui racontent sa vie à l'hôpital. L'hôpital n'étant pas un milieu qui m'est familier et encore moins dans ce genre d'unité. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont il fonctionne, les liens avec l'orthophoniste, la kiné, tout ça. Et aussi sur les aspects moins sympas, hein, forcément, même si à l'époque l'hôpital était en meilleur état que maintenant. Et il y a aussi du coup des épisodes de souvenirs, de nostalgie, où il va raconter des épisodes de sa vie. Il va parler aussi de ses sentiments par rapport à ses enfants, parce qu'il a des enfants qui sont assez jeunes. Et vous vous en doutez, c'est vraiment pas facile de se retrouver comme ça en locked-in syndrome alors qu'on a des enfants si jeunes. Enfin, c'est jamais facile, mais je veux dire, c'est encore pire. Parce qu'à 7-8 ans, on n'a pas forcément la patience de communiquer comme ça, on comprend pas forcément, enfin... Globalement, c'était sympa, vraiment, à lire, agréable parce que la plume est belle, et j'ai appris des choses, et il y avait aussi certains passages qui étaient plutôt touchants. Donc, ouais, c'est plutôt une bonne lecture. Elle envoya un message à Turner et la porte d'entrée s'ouvrit 1 minute plus tard. Il lui fit signe d'entrer. L'inspecteur avait fière allure, mais bon, pas plus que d'habitude. Ce type savait comment s'habiller et son costume d'été kaki impressionnait par ses lignes irréprochables et ses plis parfaits. « Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de se faire la malle d'une maison de correction, » dit-il en découvrant son sweat maison l'été. « J'entretiens mon cardio en faisant du jogging. Je suis venu ici en courant. »« Vraiment ? » ?»« Non. Qu'est-ce qui se passe ?» Turner secoua la tête. Probablement une mort ordinaire qui n'a rien à voir avec des tours de passe-passe, mais après les bouffonneries dans lesquelles vous avez été impliqué l'année dernière, je voulais l'avis d'une experte. J'étais impliqué dans la résolution de crimes, Turner. Vous pouvez en dire autant ? Je regrette déjà de vous avoir appelé. Pas mieux. J'ai lu le tome 2 de la saga Alex Stern. Le tome 1, c'est La 9e maison. Le tome 2, c'est Jusqu'en enfer, que j'ai dans l'édition reliée, qui est très agréable à lire, les pages hyper épaisses, tout parfait. J'ai mis du temps à m'y attaquer parce que j'avais l'impression d'avoir tout oublié du tome 1, vu que je l'ai lu quand il venait juste de sortir en français, et du coup j'ai pas pu enchaîner ce que je fais d'habitude avec les sagas. Et là j'avais peur d'avoir tout oublié, et j'ai lu quand même un résumé sur internet, mais qui était pas non plus super complet, et en fait ça allait. Je trouve qu'on a vite été remis dans l'ambiance. J'ai pas eu trop longtemps à hésiter sur les prénoms des personnages et tout ça. Je me suis vite retrouvée. Et j'ai beaucoup apprécié ce tome 2, encore plus que le tome 1. Le côté Dark Academia est un peu moins présent, mais aussi parce que le décor est déjà posé et que du coup là on est plus sur un enchaînement d'événements et il se passe des trucs tout le temps.
Donc quand on a le côté Dark Academia dans la tête, qu'on se fait les décors dans la tête et tout ça, on est encore quand même dedans. Au niveau de l'histoire, un peu compliqué de vous dire l'histoire du tome 2 sans spoiler le tome 1. Mais déjà pour expliquer un peu ce qui se passe dans la saga, du coup, Alex, c'est une jeune femme qui a le pouvoir de voir les gris, qui sont en fait les fantômes, les gens morts qui sont pas passés dans l'au-delà, qui sont encore là, et qui va être pour cette raison recrutée par le Lété, la 9e maison, qui est celle qui contrôle les 8 autres maisons quand elles font des rituels magiques. Le Lété et les 8 autres maisons se situent à l'université de Yale, et donc Alex va pouvoir avoir une bourse qui lui permet de faire ses études à Yale, ce qui n'aurait été absolument pas possible autrement pour elle. Au Lété, elles ne sont que 3 en tout. Il y a Alex, Pamela, qui est plus sur le côté intendance, s'occuper des autres et tout ça, et le 3e c'est Darlington, qui va être un peu le mentor de Alex. Donc ça c'est pour le côté, le contexte et le côté fantasy, et en fait dans le premier tome il va y avoir aussi un aspect, mais seulement un aspect, polar si on peut dire, dans le sens où il va y avoir un meurtre qui va être commis et Alex va se retrouver à enquêter conjointement avec l'inspecteur en charge de cette enquête-là, puisqu'il y a des éléments surnaturels dans ce meurtre. Ça c'est pour le tome 1, et du coup à la fin du tome 1, il se passe des choses qui font qu'il y a du suspense, enfin c'est évidemment pas fini à la fin du tome 1, et c'est sur cet événement qu'est basé tout le tome 2. Mais du coup, d'un point de vue narration, donc je peux pas dire ce qui se passe, mais au niveau des personnages, on creuse vraiment plus les personnages, on apprend plus à les connaître. Moi je les apprécie quasiment tous, donc j'ai trouvé ça très agréable. Bon, à part ceux qu'on n'est pas censé aimer bien sûr, hein, mais je veux dire les héros et héroïnes, je les apprécie tous. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ils sont décrits. Moi j'adore Alex. Je trouve que son côté, elle a un côté pince sans rire, sarcastique, toujours à faire des blagues ouais, un peu cyniques. Moi j'aime beaucoup, elle me fait vraiment sourire dans ses réflexions piquantes. Et j'aime aussi beaucoup Pamela, même si elle est un peu moins présente. Et Darlington, c'est celui qui est le plus apprécié en général. Je l'aime bien aussi, mais je préfère les filles. Globalement c'était une très bonne lecture, il va y avoir encore un tome 3. Normalement ce sera juste une trilogie, il y aura juste un tome 3 encore. Donc j'ai noté tous les événements importants du livre pour pouvoir reprendre facilement. J'ai pris aussi des petites notes pour pas que ça me refasse la même chose avec le tome 3 qu'avec le tome 2, c'est-à-dire peur de s'y mettre pendant un an alors qu'en fait il n'y a vraiment pas de quoi. Donc comme ça je pourrais relire juste là où il y a les événements importants pour me remémorer tout ce qui s'est passé dans le tome 2 et me remettre directement dans le bain. À part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc si vous avez lu le tome 1 et que vous hésitez à lire le tome 2, je vous le recommande vraiment. Il est assez différent, c'est pas la même ambiance, mais je trouve qu'on ne retrouve pas du tout ce syndrome du tome 2 qu'on a parfois dans les sagas où c'est un peu plat et tout ça. Là, pas du tout, voire même au contraire, il y a plus d'action dans celui-là que dans le tome 1 qui prenait plus le temps de poser le décor. Donc j'ai vraiment préféré celui-là. J'ai lu 3 autres livres hors challenge pendant le mois de février. Je vous avais demandé dans la partie 1 si du coup je vous en parlais quand même ou pas. Et on me les a tous demandés individuellement, donc je vais dire un mot sur chaque assez rapidement quand même. Le premier c'était Mon mari de Maud Ventura. Mon mari c'est un livre sur lequel il y a eu beaucoup de hype, ça a été une très très bonne vente. C'est une autrice française, Maud Ventura, qui a été traduit dans plein de langues jusque en Asie et tout ça, donc gros succès sur ce livre. Et pourtant il n'a pas une si bonne note que ça, il y a des gens qui l'ont trouvé génial, il y a des gens qui ont été déçus. Pour ma part je l'ai trouvé pas mal et en fait je me situe ni dans le camp c'est génial ni dans le camp c'est nul. J'ai trouvé intéressant le côté hyper introspectif parce qu'en fait on est vraiment dans la tête de cette femme qui est fascinée, obsédée par son mari et qui en parle tout le temps en disant mon mari, on n'a pas de prénom ni pour le mari ni pour cette femme et elle est 100% concentrée sur son mari, elle fait tout en fonction de lui, elle note dans son petit carnet secret tous les trucs qu'il fait bien, qu'il fait pas bien, ce qu'il aime pas, ce qui lui plaît pas, pour s'adapter en fonction. Et en fait il y a ce côté vraiment ouais, hyper introspectif, hyper intimiste, on est vraiment dans sa tête, on voit les choses que par son point de vue. Et elle a une façon de voir les choses en général qui est très spéciale et du coup on est 100% influencé par ça. Et ça moi j'ai trouvé ça assez intéressant.
Après, l'histoire en elle-même, ça se passe sur une semaine, tout le roman, du début de la semaine à la fin de la semaine. Et l'histoire en elle-même, j'ai trouvé intéressant, bof. Genre, c'était intéressant, il y a un peu des rebondissements auxquels on s'attend pas forcément. Et en même temps, c'était pas non plus la lecture du siècle où je me suis dit waouh, quelle idée de génie quoi. Donc voilà. Après, j'ai lu Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, qui est pas le premier livre de Lisa Jewell que je lis. Je crois que j'en ai déjà lu d'autres, même plusieurs autres. Mais celui-là, il fait partie d'aucune saga, c'est un one-shot indépendant. Et en fait, l'histoire de Rentre avant la nuit, c'est donc une femme qui vit avec sa fille qui a tout juste 18 ou 19 ans et qui a un enfant avec son copain. Qu'ils ont eu très jeune par accident, mais qu'ils ont voulu garder et dont ils s'occupent très bien, ils sont très heureux d'être parents et tout ça. Et en fait, un soir, la fille et son copain ne vont pas rentrer d'une fête. Ils commencent à faire des recherches, au début tout le monde croit qu'ils ont fait exprès de disparaître, qu'ils se sont enfuis et tout ça, mais la mère de la fille, elle sait que c'est pas le cas et que jamais sa fille n'aurait abandonné son bébé. Et du coup, c'est la mère qui va vraiment impulser beaucoup de dynamique dans l'enquête pour pousser les gens à continuer de chercher. Elle va pas lâcher l'affaire alors que la police a abandonné quoi. Ils ont laissé tomber, ça fait 1 an qu'elle a disparu, ils y croient plus. Et on va suivre donc cette femme et en parallèle on va suivre aussi une romancière qui arrive dans la région 1 an après cette disparition parce qu'elle est en couple avec celui qui devient le nouveau proviseur du lycée dans lequel allaient les étudiants disparus et les étudiants avec qui ils ont fait la fête et tout ça. Et elle va se retrouver impliquée malgré elle dans cette affaire et puis petit à petit bah, elle va y prendre goût et elle va plus ou moins se lier d'amitié avec la maman dont la fille a disparu et du coup elles vont mener un peu l'enquête toutes les deux. Je l'ai trouvé très bien écrit pas dans le sens littéraire des beaux mots tout ça machin, mais très bien écrit dans le sens c'est hyper fluide, on sent pas la plume dans le sens on n'y pense pas et en fait on est 100% dans l'histoire, on se dit pas waouh là c'est bien choisi, il y a une belle tournure, il y a des bons mots, on peut pas parce qu'on est dans l'histoire. Et de ce point de vue là je trouve que c'est hyper bien écrit, surtout pour un polar, un thriller. Moi c'est ça que j'attends d'un polar, d'un thriller, c'est pas de la grande littérature, c'est que ce soit suffisamment bien écrit pour que je ne pense pas à comment c'est écrit. Et de ce point de vue là c'était très réussi. J'ai trouvé les idées vraiment bonnes et le dénouement, je me doutais de certains petits points mais globalement je m'attendais pas à ça, donc on peut dire que c'est réussi. Et enfin, j'ai commencé, mais pas encore fini, Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Dufour, qui est un livre qui parle, donc c'est un homme qui décrit sa relation avec son chien et le deuil qu'il a eu à faire de son chien. Je ne spoil pas, c'est ça le pitch du livre. C'est un livre que je possède depuis longtemps et que je n'avais jamais osé commencer pour des raisons évidentes de le chien meurt. Et du coup je retardais et puis après comme je venais de lire Betty pour lequel, enfin que j'avais retardé pour la même raison et que ça avait été vraiment un coup de cœur, j'ai adoré Betty, je me suis dit allez essayons. J'en suis à peu près à 1/3, quasiment la moitié sur Son odeur après la pluie et pour l'instant c'est vraiment pas un coup de cœur parce que j'accroche pas du tout avec la plume. Je vous disais justement pour Rentre avant la nuit que je trouvais la plume vraiment fluide et vraiment bien faite. Là c'est tout le contraire en fait. Et ça me fait ressentir encore plus la fluidité de l'autre en comparaison, puisque je les ai lus un peu en parallèle les deux. Bah c'est que en fait il y a plein de moments où je m'interromps parce que je trouve le choix de mots bizarre ou la tournure de phrase bizarre. Et du coup je me dis mais pourquoi, enfin il y a plein de moments où je me dis il y avait une façon simple de dire ça et l'emploi de ce mot ou de cette tournure compliquée n'apporte rien parce que des fois ça apporte quelque chose mais là j'ai pas l'impression. Moi c'est la première fois que je lis un livre de cet auteur donc je sais pas si c'est comme ça d'habitude ou pas mais pour l'instant ça me freine un peu. Je continue pour l'instant parce que j'en ai parlé avec des amis qui l'ont déjà lu en entier, qui m'ont dit qu'à peu près à la moitié ça allait mieux, elles étaient moins gênées par la plume. Donc on verra, après c'est aussi le moment où ça devient triste et peut-être qu'on est moins gêné par la plume parce qu'on pleure tellement que on voit plus les mots. On verra, je vous tiens au courant si vous voulez. Ciao, à la prochaine.
Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je commence à tourner une vidéo et pendant toute la durée de la vidéo, j'ai des petits chiens là qui font que de m'embêter. Mais toute la journée, ils font leur truc, ils sont très sages, calmes quand je m'occupe pas d'eux parce que je suis occupée à autre chose. Mais alors de l'instant où je m'assois et j'allume la caméra, il faut que je lance tous les jouets de la terre, il faut me grimper dessus, il faut sortir, il faut rentrer, il faut aboyer les gens qui passent. C'est incroyable ça! Hein? Pourquoi c'est tout d'un coup maintenant qu'il faut lancer la petite pomme?